Bienvenue encore une fois dans une capsule questions-réponses où je réponds à vos questions qui ont été posées sur les différentes capsules faites sur cette chaîne. Au cours des dernières années, on peut remarquer que certains coureurs, surtout les grands par taille, sont très hauts et très en avant sur leur selle et n'ont pas l'impression que le réglage au fil de plomb soit respecté pour le recul de selle. Qu'en pensez-vous? Je vais vous dire ce que j'en pense. Premièrement, la règle du fil de plomb devrait pas exister. C'est une règle que je déteste, qui a à peu près aucun fondement, qui est très problématique. Donc non, pour moi, c'est pas nécessairement une bonne référence à prendre pour voir si c'est le bon recul. Mais je vais expliquer pourquoi que les positions des coureurs modernes vont être très vers l'avant. Évidemment, c'est surtout une question d'aérodynamisme. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils veulent avoir, dans le fond, si on regarde le dos, dans le fond, le tronc du cycliste, il veut être le plus bas possible pour être le plus aérodynamique. Sauf qu'il arrive un point où l'angle au niveau des hanches devient tellement fermé que ça devient un problème au niveau de la mobilité. Donc, une façon finalement d'être plus ergonomique, d'être plus confortable, mais en ayant une position très aérodynamique, c'est que plutôt que de resserrer l'angle, c'est qu'on va basculer le tout vers l'avant. Donc, garder un angle aux hanches plus ouvert, tout en étant capable d'avoir le dos le plus penché possible. Ceci dit, ce que ça fait, c'est que ça amène beaucoup la masse à être déportée vers l'avant, ce qui peut mettre beaucoup, dans le fond, de pression, dans le fond, de tension pour plusieurs personnes vont trouver que ça va avoir des tensions sur les mains, sur le cou, les épaules, même potentiellement le dos, ou créer des inconforts au niveau de la selle. Si la personne n'est pas bien entraînée à subir, dans le fond, à soutenir cette masse-là qui va être projetée vers l'avant, vers le guidon. Mais là, on a affaire à des athlètes professionnels entraînés pour ça, dont le but, c'est la performance à tout prix, au-delà du confort. Il faut se rappeler que de la bouche du directeur de performance de l'équipe Sky à l'époque, il avait dit « Les coureurs sont payés trop cher pour être confortables sur un vélo. » Donc, non, s'inspirer de la position des pros, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais la règle vraiment du fil de plomb, comme j'ai dit, c'est pas nécessairement une règle qui est très efficace non plus. Donc, le recul de selle est beaucoup adapté en fonction de la discipline, de la pratique, de la physionomie de la personne et des sensibilités de la différente personne, parce que ça va aussi avoir beaucoup de jeux, dans le fond, d'impact sur la répartition de charge avant-arrière. Donc, pour moi, ça, c'est un facteur beaucoup plus important qu'une donnée à peu près sans grande valeur d'avoir le genou aligné, justement, avec le fil de plomb sur l'axe de la pédale. Ça, c'est un mythe que je vais démystifier plus longuement dans d'autres capsules plus complètes plus tard. Bonjour, j'ai des douleurs sur la zone des ischions, parfois irritation. De plus, je cherche souvent à me repositionner sur la selle comme si je n'étais pas stable. J'ai un dos assez voûté. Quelles pourraient être les améliorations dans mon choix de selle? Donc, en partant, je mettrais peut-être un frein à l'idée d'essayer vraiment plusieurs modèles de selle pour une raison. On parle souvent justement ici de changement de position, d'être instable. Donc, si c'était un client que j'avais à consulter, je recommanderais vraiment de valider le positionnement avant de changer plusieurs selles. Parce que par expérience, honnêtement, quelqu'un qui bouge beaucoup sur la selle, qui se déplace, souvent, ça va être une question de compensation en raison du positionnement et non pas en raison de la selle. Et si vraiment on ne corrige pas ça à la base, on aura beau acheter des selles à n'en plus finir, on trouvera jamais le bon modèle optimal. Ce qui peut créer vraiment beaucoup de déboursés pour ultimement rien. Comme par exemple, si le guidon est trop loin, il va toujours avoir des compensations en mouvement et en instabilité, quel que soit le modèle de selle. Donc, avec l'information que j'ai là, mon premier réflexe serait de valider ça avant de regarder pour différentes selles. Que pensez-vous des chambres à air en TPU? On parle des chambres à air ici comme les Tubolito. Donc, c'est des chambres à air qui sont très légère, très mince. Donc, si on compare ça à une chambre à air, disons, en caoutchouc butyl, honnêtement, moins grande résistance au roulement, plus léger, moins de chances au niveau de perforation, surtout en installation. Donc, c'est quelque chose de très bien par rapport à des tubes au butyl, mis à part le prix qui est beaucoup plus élevé. Par contre, la résistance au roulement demeure un petit peu plus élevée que des chambres à air au latex. Donc, d'un point de vue performance, c'est mieux que des chambres à air au butyl, mais pas exactement au même niveau qu'au latex. Par contre, va avoir justement une rétention d'air dans le temps meilleure que le latex. Si vous avez des chambres à air au latex, vous le savez des fois,
24 heures plus tard, faut remettre de l'air dans les pneus parce qu'il y a une perte par porosité qui est beaucoup plus grande, ce qui n'est pas le cas avec des tubes en TPU. Mais ce qui est le fun aussi des TPU, c'est qu'il va être plus facile à installer qu'un tube au latex et très petit et léger. Donc pour moi, si vous voulez, c'est dans le fond un tube de rechange vraiment de format très pratique, très idéal. Suite à tes nombreuses capsules sur ce sujet, tu m'as convaincu de passer à la lubrification à la cire. Mais je me trouve souvent face à un dilemme suivant. Comme ce procédé exige d'anticiper la lubrification avant les sorties, la météo peut changer et devenir humide. Dans ce cas, faut-il conserver la cire sur la chaîne sachant que l'autonomie avec l'humidité sera réduite? Ou bien est-il préférable d'appliquer de la wet lube directement sur la chaîne qui comporte déjà de la dry? Quelle est la solution la moins pire? Honnêtement, je dirais que ça va dépendre de la longueur de la sortie que vous voulez faire sous la pluie. Pour une randonnée courte à normale, honnêtement, je laisserais le lubrifiant sec, pas de problème. Ça va probablement être mieux que de rajouter de la wet par-dessus. Et si vous partez très longtemps, j'en mettrais même pas nécessairement de la wet d'origine, mais je partirais au pire avec peut-être le flacon lubrifiant pour en rajouter au besoin si le besoin s'en fait sentir plus tard dans la sortie. Parce qu'en réalité, dans des conditions humides, le lubrifiant dry va être souvent très performant aussi dans les premiers départs, même mieux que de la wet. C'est juste qu'il ne va pas réagir de la même façon, c'est-à-dire qu'il va avoir une bonne performance, très peu de friction, il va avoir une bonne durée au départ, jusqu'à ce qu'arrive un point où la friction et la sécheresse augmentent en flèche. Tandis que la wet, dès le kilomètre 1, va avoir une contamination qui va débuter. Il va avoir graduellement, finalement, de plus en plus de friction, de plus en plus de contaminants. Donc, ça monte de façon beaucoup plus progressive, plus linéaire. Tandis que la dry va rester très bon jusqu'à ce qu'on arrive à un point un peu de non-retour. Donc, c'est pour ça que si la sortie n'est pas excessivement longue, vous êtes mieux de laisser la dry dessus que de mettre de la wet. Et avoir la wet, justement, si vous avez sorti une longue sortie, d'en rajouter seulement au besoin plus tard. Donc, n'hésitez pas, évidemment, dans toutes les capsules, à pouvoir mettre vos commentaires pour que je puisse répondre pour donner l'information à un plus grand nombre d'auditeurs possible. Et d'ici là, à la prochaine.